c'est pas ça qu'on cherche en fait. Et de même, l'identification doit être intérieure. Un père ou une mère qui se sentent idolâtrés par leurs enfants se sentent très très mal à l'aise. Les parents vont tout faire pour casser cette image en disant à l'enfant mais relax, on n'est pas parfait, fais attention parce que tu t'apercevras plus tard qu'on fait beaucoup d'erreurs. Donc les parents doivent aider l'enfant à s'identifier intérieurement, pas être écrasé par le modèle. Enfin, il faut dire que c'est la base de toutes les bonnes relations verticales avec les professeurs, avec les supérieurs, etc. Et les psychologues le disent, en fait, les parents ne peuvent jamais être des amis ou des copains. Cette dimension verticale est toujours présente. Ce qui fait qu'il y aura toujours une certaine distance. Les parents ont quelque chose de majestueux. Même des parents diminués nous donnent le frisson, en fait. Ils représentent la racine même de la vie. Des enfants qui sont trop familiers avec leurs parents, en fait, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a toujours une certaine distance qui sera toujours là, en fait. Alors, si la sphère du cœur des enfants, c'est la racine, la sphère du cœur des frères et sœurs, c'est comme les branches de l'amour. J'ai croisé moi-même, il y a longtemps, énormément d'enfants russes et chinois, et la plupart n'avaient aucune idée de ce que c'est un frère ou une sœur. C'est une abstraction totale, quoi. C'est des foyers où il y a le papa, la maman, et un enfant, quoi. C'est une relation totalement verticale, et les Chinois sont confus là-dessus. En fait, ils essaient de justifier. Il y en a beaucoup qui m'ont dit c'est parfait, parce qu'il y a papa et maman, et il y a les grands-parents, il y a 6 personnes pour un seul. On donne plein d'argent, plein d'affection. Et moi, j'ai vu à Pékin des scènes terribles. J'étais dans une banque une fois, et il y avait ce qu'on appelle en Chine un enfant tyran, quoi, un dictateur. Il faisait une scène épouvantable dans la banque, et les gens avaient l'air d'accepter ça. Ça a l'air courant en Chine. C'était un enfant déjà obèse, un gros bébé, mais j'étais vraiment écœuré par ça, quoi. Les parents laissaient faire, tout le monde laissait faire, quoi. Et j'ai trouvé ça tellement bizarre. Et puis, je suis allé au Temple du Ciel aussi, j'ai vu des centaines de vieux Chinois. Ils passent leur temps à chanter des airs d'opéra. Mais il n'y a pas de jeunes avec eux. C'est un monde de vieux, quoi. Ils se retrouvent entre eux, quoi. Ils sont très vénérables, hein. Ils sont tout ridés, plein de sagesse. Mais ils sont entre eux, ils font leur gymnastique, leur truc d'opéra, leur violon à une corde. T'as vu ça, toi, ouais. Et je trouvais ça assez bizarre, quoi. C'est une société qui m'a paru un peu déséquilibrée, quoi. Ouais. Voilà. En fait, quelles que soient les difficultés avec les frères et sœurs, c'est une relation qui apporte énormément. C'est lié au jeu, à la complicité, au partage. Et dans les foyers modernes, c'est fréquent malheureusement que chacun a sa chambre, son téléphone portable, son ordinateur portable, etc. Mais je pense que dans les premières années de la vie, c'est quand même très important que les parents mettent en scène la vie familiale. On a dit que une des raisons pour lesquelles l'espérance de vie est longue en France, c'est que les Français mangent plutôt bien. Et c'est pas seulement la qualité de la nourriture, c'est la qualité des relations à table. Souvent on dit « Ah, c'est français, ils passent un temps fou à manger », mais n'empêche que c'est bon pour le moral. Aux États-Unis, ils sont très concentrés sur qu'est-ce qu'il y a dans la nourriture. Ils ont toujours des pots, c'est marqué « Nutrition Facts ». Donc ils regardent exactement ce qu'il y a à manger. Mais en fait, la qualité des relations n'est pas toujours là. C'est un peu chacun pour soi. Je ne sais pas si vous avez vu des Anglais manger. C'est pas triste, hein. Surtout à la City, quoi. Chacun son petit sandwich, un petit truc. Bon. Ouais. Voilà, donc c'est un amour horizontal qui est multiple. On apprend le partage, la solidarité, le respect et la confiance entre aînés et cadets, l'équité, l'émulation aussi. Et c'est la base des relations avec les cousins, les semblables, les amis. Bon, la devise de la France comporte liberté, égalité, fraternité. Et on peut se demander d'ailleurs s'il n'y a pas une nostalgie finalement de la monarchie. Parce que comment être frères et sœurs dans une république, ils auraient pu dire solidarité, mais c'est comme si on s'était dit, tiens, on a tué le roi, mais peut-être un petit peu orphelin quand même. Donc on a mis un peu de fraternité. Ça a été rajouté après d'ailleurs. Au début c'était liberté et égalité.
Et en fait, c'est la partie de la devise qui est le moins discutée. Parce que c'est pas tellement politique, en fait, la fraternité. Souvent, on nous rebat les oreilles avec citoyenneté, des trucs comme ça. Mais en fait, je vois souvent un manque de fraternité dans les transports en commun ou dans beaucoup de circonstances. C'est un peu dommage de voir ça. On en arrive en fait à l'amour qui est le plus valorisé. C'est en fait l'amour conjugal qui est un peu la fleur de l'amour. Parce que l'amour conjugal a quelque chose de printanier. En général, l'idéal, c'est de se marier quand on est encore jeune, quand on est vraiment une grande beauté. La beauté n'est pas le seul ingrédient de l'amour conjugal. Mais s'il n'y a aucun effort qui est fait dans ce sens-là, c'est embêtant. Même un homme ou une femme qui ne sont pas très charmants savent parfois se mettre en valeur. Il y a des gens qui sont vraiment, ils n'ont pas du tout un physique agréable, mais ils sont pleins de charme avec leur conjoint. Ils savent se mettre en valeur. Inversement, combien d'exemples de beauté parfaite, tous les canons de la beauté, mensuration idéale, absolument incapables de garder un conjoint plus de 2 mois. La durée de vie du couple, c'est 2 mois, pas plus, et après on change. Quel désastre, en fait, quand on a une telle beauté. Alors, je dirais aussi que l'amour conjugal, il a un côté princier et royal. C'est d'ailleurs pour ça que les mariages de stars ou récemment de familles royales attirent toujours. Mais je pense que même pour regardez le film Titanic, c'est un gars de la plèbe qui rencontre une aristocrate sur le bateau. Et finalement, la réplique du film que tout le monde se rappelle, c'est « Je suis le roi du monde ». L'amour a quelque chose de royal. Le couple domine une assemblée. Quand on voit un couple qui s'aime, tout le monde n'a Dieu que pour ça, en fait. Et dans le couple, il y a 2 choses. Il y a le fait, le toi et moi, le huis clos entre le mari et la femme. C'est quelque chose de très intime, mais l'amour qui est trop exclusif n'est pas bon non plus. Il y a aussi le nous deux, c'est l'amour représentatif, sortir ensemble, avoir des amis, recevoir. Toute cette mise en scène de la vie conjugale, en fait. Alors, dans le véritable amour, il y a 3 dimensions. Une dimension spirituelle, parce que l'amour touche au sacré. D'ailleurs, dans beaucoup de religions, c'est un sacrement. C'est aussi un contrat social, et c'est même la base, en fait, de toute la vie en société. Et en fait, c'est un lien sexuel. Et les 3 dimensions doivent être présentes à la fois pour une relation de qualité. Alors, c'est l'amour horizontal exclusif et sexuel. C'est le seul amour où la sexualité soit permise. On sait aujourd'hui combien les cas d'inceste sont terribles, en fait, pour le développement d'une personne. Et justement, une personne qui a subi l'inceste aura tellement de mal dans ses relations conjugales. Et donc là, idéalement, la société devrait avoir une vision claire de ces questions et encourager la fidélité. En tout cas, c'est ce que nous faisons à l'espace Culture et Paix. C'est vrai que la société actuelle n'est pas du tout basée sur ces valeurs, mais on en paye le prix. Je vois d'ailleurs qu'il y a beaucoup de franchises qui n'existaient pas avant. Il y a quelques années, la pornographie était tellement tolérée. Tous les psychologues disent « mais c'est pas grave, il n'y a aucun problème ». Et là, récemment, je voyais beaucoup d'articles de psychologues, pourtant vraiment à la page moderne. Ils disent que c'est un véritable désastre. Il y a tellement de couples qui sont vraiment atteints par cette manie de la pornographie qui est contractée jeune, en fait. Et les gens ont des attentes tellement bizarres avec leurs conjoints qui faussent toutes les relations. Et je lisais récemment justement le témoignage d'une dame. Était tellement choquée parce qu'elle pensait avoir une très bonne relation avec son mari. Et soudain, elle a vu la quantité incroyable de matériel pornographique qu'il cachait, quoi. Et cette dame a dû faire un effort énorme pour le convaincre de faire une thérapie. Et en fait, elle-même, elle a réagi avec beaucoup de cœur, quoi. Et le mari était soulagé. Il a dit, mais moi, j'ai jamais voulu ça, en fait. Il se sentait tellement coupable d'avoir cette double vie au foyer. Et
En fait, elle a compris qu'il aimait vraiment sa femme, quoi. Mais il vivait dans un autre monde, et ça depuis très très longtemps. C'était pas du tout un pervers, c'est des habitudes prises très très tôt, quoi. Et en fait, ils ont réussi à construire une relation beaucoup plus profonde. L'amour parental, c'est les fruits de l'amour. Et c'est pour ça aussi que c'est l'amour de loin le plus exaltant et le plus difficile. En fait, les parents sont souvent des montagnes de chagrin lorsqu'ils voient les échecs de leurs enfants, les difficultés. Mais en même temps, les parents n'ont pas le droit de montrer leur souffrance, ils doivent toujours donner. Donc c'est l'amour inconditionnel, le plus sacrificiel, le plus désintéressé, celui qui demande la plus grande maturité. C'est un amour où il faut sans cesse faire preuve de pardon, de compassion, d'abnégation, de patience, de discernement. Alors c'est un amour vertical, descendant et multiple, parce qu'en fait on peut avoir beaucoup d'enfants. C'est un amour où finalement les parents, sans vouloir mettre une pression excessive à leurs enfants, souhaitent secrètement que les enfants soient meilleurs qu'eux-mêmes. Ça c'est très délicat, parce que les parents ont des attentes, mais ne peuvent absolument pas les imposer. C'est un peu le drame, je pense, de Laure Manodou. C'est très très bien en fait que les parents visent l'excellence, mais ça peut casser et virer au désastre. Inversement, des parents qui n'ont pas d'exigence, c'est mal aussi, quoi. Aussi, c'est important que les parents soient également des enseignants et des chefs d'entreprise. C'est-à-dire que les parents ne peuvent pas se contenter de donner de l'affection, etc. Ils doivent enseigner. Bon, c'est pas normal aussi que les parents se substituent au maître d'école ou que les seuls moments ensemble soient pour faire les devoirs. Mais c'est vrai que c'est important en fait d'avoir cette relation. Et puis finalement il y a des familles où il y a beaucoup de projets, de créativité, des choses comme ça, et ça aide énormément l'enfant aussi. Et je dirais que c'est très important de transmettre les valeurs, mais surtout par l'exemple. Et d'encourager la discussion, la remise en cause. Des parents qui sont persuadés d'avoir raison, et souvent ils le payent très très cher. Ils s'aperçoivent qu'en fait les enfants avaient l'air obéissants, mais en fait ils pensaient tout à fait différemment. Et c'est pour ça que je dirais que la famille c'est une monarchie constitutionnelle et parlementaire. C'est pas une république, parce qu'on n'élit pas les parents. Ils sont là ad vitam aeternam, mais c'est constitutionnel. C'est parlementaire. Il faut beaucoup parlementer. Et alors parfois on dit que dans un foyer, il y a le papa est le président et la maman est le premier ministre ou l'inverse. Et parfois l'aîné en fait est un peu comme le chef du parlement. Il vient avec tout le cahier de doléances des enfants, toutes les réclamations. Et en fait c'est comme ça que ça marche. En fait, il faut des règles. Une famille où tout est basé sur l'amour, il n'y a pas de règles, ça ne va pas. Pas forcément un règlement écrit, mais il y a comme une constitution dans la famille. Et souvent, d'ailleurs, ça vient beaucoup des ancêtres. Ça vient des grands-parents qui ont transmis un héritage qui n'est pas forcément écrit, mais il y a comme un testament invisible qui se transmet de génération en génération. Il y a des valeurs, c'est un non-dit, un code qui est là dans la famille. Khalil Gibran disait, une femme qui portait un enfant dans les bras dit « Parlez-nous des enfants » et il dit « Vos enfants ne sont pas vos enfants. Ils sont les fils et les filles de l'appel de la vie à elle-même. Ils viennent à travers vous, mais non de vous. Et bien qu'ils soient avec vous, ils ne vous appartiennent pas. Vous pouvez leur donner votre amour, mais non point vos pensées. Car ils ont leurs propres pensées. Vous pouvez accueillir leur corps, mais pas leurs âmes. Car leurs âmes habitent la maison de demain, que vous ne pouvez visiter, pas même dans vos rêves. » Alors, ça c'est un autre point, c'est que finalement tout amour doit comporter l'ouverture vers Dieu, vers l'infini, si possible. Je ne parle pas du Dieu d'une religion particulière, mais en fait, on ne peut pas... Enfin, les parents ne sont pas Dieu. Les parents sont l'auteur de notre vie, mais on ne peut pas les diviniser. C'est une grosse erreur de faire ça. Les parents ne sont pas infaillibles. En fait, les parents représentent Dieu. De même, dans la fraternité, il y a quelque chose de mystique parfois. Ce n'est pas juste un lien sentimental. Réaliser ce que signifie avoir un frère et une sœur, c'est quelque chose de
très très profond.